Nous sommes une bande de copains, nous avons 10 ans et nous adorons jouer à l'inspecteur Lafouine entre nous. Hier, la radio locale 100% a fait un appel à témoins concernant le vol du célèbre tableau « Le bal du Moulin Rouge » de notre cher Henri de Toulouse-Lautrec. Les journaux ont pris la relève et ont placardé dans toute la ville cette incroyable nouvelle. Cela a suscité notre curiosité et notre goût pour l'aventure. Enfin, une enquête grandeur nature nous attendait. Hey, have you heard what they said on the radio? No, cuenta, ¿qué han dicho? Comment? Tu n'es pas au courant? On a volé le tableau, le bal du Moulin Rouge, d'Henri Toulouse-Lautrec. Ils ont lancé un appel à témoins. Et si on allait voir ça de plus près? Allons-y. Étape numéro 1. Rendez-vous devant l'entrée du musée Toulouse-Lautrec. Justement, il y a beaucoup de monde devant l'entrée du musée. Bonjour les enfants, je suis un des gardiens du musée. Vous souhaitez visiter le musée? Non. En fait, nous aurions voulu en savoir plus sur le vol du tableau. Mais avant tout, connaissez-vous réellement ce lieu? Berby vient du mot en occitan besbia, qui veut dire évêque. Il est au cœur de la cité épiscopale. Le palais appartient à l'évêque, qui est aussi le seigneur. Il est construit comme une forteresse et démontre la puissance du seigneur. Ce sont les bases des remparts de la ville. L'évêque gagne aussi beaucoup d'argent grâce à la culture du pastel. Le palais de la Berby est construit au bord du Tarn. Il possède un donjon de 78 mètres de haut qui est la demeure de l'évêque. La brique est le principal matériau utilisé. On y trouve aussi un jardin à la française qui date de 300 ans. Le buis est utilisé car il se taille facilement. Il servait de cours d'entraînement pour les soldats. Vous me demandiez des informations sur le vol du tableau? En fait, pour tout vous dire, mon collègue présent sur les lieux hier soir a dû quitter exceptionnellement le musée. What a pity. On va vous laisser et on vous remercie pour toutes vos informations. Étape numéro 2. Rendez-vous devant l'entrée de la cathédrale. Nous quittons le palais de la Berby et nous sommes enthousiasmés par la grandeur de la cathédrale. Deux d'entre nous se lancent un avion en papier jusqu'au moment où ce dernier tombe à nos pieds. Marion déplie cet avion et découvre le dépliant touristique de la cathédrale. Elle nous le lit à haute voix. La cathédrale a été construite en briques pour les mêmes raisons que pour le pont et le palais de la Berby. Elle débute à la fin du XIIIe siècle, 1280. Elle ressemble à une forteresse et possède un donjon qui mesure 78 mètres de haut. Elle a été construite sur le point le plus haut de la ville. Il a fallu 70 ans pour la construire, avec une pause de 150 ans pour des raisons financières. Elle possède 14 contreforts sur la façade principale et mesure 113 mètres de long. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Podríamos entrar. ¡Vamos! L'intérieur de la cathédrale d'Albi est composé d'une grande salle, d'un grand chœur, d'une salle au trésor. L'intérieur est peint et très coloré, contrairement à l'extérieur.
Les peintures sont d'influence italienne. Les murs sont recouverts de peintures, parfois directement sur la brique et d'autres sur de la chaux. Le plafond est entièrement peint. Il représente le paradis. Le bleu est dominant. Sur un mur de la nef, on peut voir une gigantesque peinture représentant le jugement dernier. Un mur sculpté dans de la pierre calcaire sépare la grande salle du grand chœur. À l'époque médiévale, il avait pour objectif de séparer le peuple et le clergé afin qu'ils ne se mélangent pas. À la Révolution, ces murs ont été rasés dans de nombreuses églises, mais par contre, il a été conservé dans la cathédrale d'Albi. Cet endroit est rempli d'histoire. Elle est le symbole de la ville d'Albi. Mais bon, je propose de ressortir et d'aller voir un peu plus loin. Oui, sur le dépliant, il parle aussi du pont vieux. J'ai bien envie d'aller le voir de plus près. Nous décidons de nous diriger vers le pont vieux jusqu'à l'escalier qui descend sur les berges du Tarn. Étape numéro 3. Rendez-vous dans la descente de la place de l'Archevêché. Vous avez vu? D'ici, on peut voir les deux ponts d'Albi empruntés par les voitures. Le pont neuf et le pont vieux. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on l'appelle le pont vieux? Oui, moi je sais. Le pont vieux a été construit en 1060. Il est construit en pierre et la brique a été utilisée pour la rénovation. La brique est issue de l'argile provenant du Tarn. Elle est plus facile à empiler puisqu'elle est de forme rectangulaire. Elle est aussi plus légère. Le pont vieux sert à rentrer et quitter la ville. Il permet aussi le commerce et le transport des marchandises. Il était fermé par un pont-levis de chaque côté et il y avait un péage. 6 maisons surmontaient le pont, dans lesquelles vivaient des artisans. Cependant, les maisons ont dû être démolies à cause d'une inondation en 1763 et pour la sécurité des habitants. Nous décidons à présent de remonter vers la cathédrale et de prendre la direction de la rue Mariès. Étape numéro 4. Rendez-vous sur les marches de la collégiale Saint-Salvi. Tout en haut des marches de la collégiale, nous apercevons un prêtre qui vient à notre rencontre pour nous saluer. Bonjour les enfants, je suis le prêtre de la collégiale Saint-Salvi. Vous m'avez l'air bien intrigué. Bonjour mon père, merci de venir vers nous. En fait, nous essayons de percer le mystère du vol du tableau. Je comprends bien mes enfants. Mais avant tout, connaissez-vous l'histoire de cette collégiale? L'église Saint-Salvi est l'église la plus ancienne de la ville d'Albi. Sa construction a été réalisée en plusieurs étapes. Dès le XIe siècle, une première partie est édifiée en pierre avec un style roman. On retrouve ainsi de la pierre sculptée, des chapiteaux en haut des colonnes et des constructions en arc de cercle. Dès le XIIIe siècle, a lieu un agrandissement de l'église avec l'arrivée de la brique et de la période gothique. Tout en haut de l'église se situe une tour de guet avec des créneaux, appelée la gâchole dans l'albigeois, de l'occitan gâchard, regardez, surveillez. Avant la construction de la cathédrale, elle était la plus haute tour d'Albi. Elle servait à guetter.
Oyo un ruido. Escucha. Les bruits ont l'air de venir de derrière. Let's go and see. Étape numéro 5. Rendez-vous dans le cloître Saint-Salvi. Bonjour les ouvriers. Comment allez-vous? Mais que faites-vous? Très bien, merci. Nous sommes en train de rénover une des 4 galeries du cloître. À quoi servaient-elles, ces galeries? Le cloître Saint-Salvi est composé de galeries et d'un jardin. Les galeries encadrent le jardin et sont couvertes. Les chanoines utilisent ce lieu pour prier et méditer. Aujourd'hui, une partie de la galerie a été détruite pendant la Révolution française. Le jardin était composé de plusieurs parties. Le potager, les arbres fruitiers, les fleurs pour l'ornementation et les fleurs médicinales pour se soigner. On y trouve aussi un puits pour arroser et un cyprès, symbole d'éternité et d'immortalité. Après les échanges avec les ouvriers, nous poursuivons notre itinéraire en empruntant le passage de la Prévôté. Étape numéro 6. Rendez-vous devant la maison du vieil Albi. Façade des maisons, ce quartier doit être sacrément ancien. Mais oui, tu sais, avec notre maîtresse, nous avons étudié l'architecture des maisons médiévales. La maison du vieil Albi est le lieu d'une association qui veille à la sauvegarde de la mémoire du patrimoine albigeois. Ce bâtiment a conservé les caractéristiques des vieilles maisons médiévales du centre ancien. D'une part, les colombages avec les poutres horizontales en bois griffé, puis les encorbellements avec les poutres verticales présentes à l'étage, permettant de gagner de la surface et payer moins d'impôts, puisque celle-ci était liée à la surface au sol. Et pour finir, un grenier à ciel ouvert, le soleillou, qui servait à faire sécher les provisions, comme les charcuteries. Ces maisons datent du XIVe siècle. Le rez-de-chaussée était destiné aux boutiques, tandis que l'étage était le lieu d'habitation. Tout à coup, nous remarquons une affiche sur la porte de la maison du vieil Albi, sur laquelle est écrit un message plutôt mystérieux et de couleur bleue, identique à celle du pastel. Nous pouvons lire « Quelle honte de faire pipi contre une façade !» Mais pourquoi ces personnages portent-ils une bure bleue ? Mais c'est le bleu pastel. Le pastel est cultivé entre la fin du XIVe et le XVIe siècle. Puis celui-ci a disparu. Aujourd'hui, cette culture réapparaît et on la retrouve dans les Pyrénées. Pour fabriquer la couleur bleue, on utilise la feuille de pastel et non la fleur. Ainsi, après avoir cueilli de nombreuses feuilles, celles-ci sèchent puis sont agglomérées sous forme de boules. On obtient alors des coques de pastel. Pour colorer un tissu en coton blanc, on le trempe d'abord dans un bain de pastel. Lorsqu'on le retire, le tissu est de couleur verdâtre. Mais on constate de l'air, la couleur bleue apparaît. À l'époque, on utilisait l'urine car elle était composée d'ammoniac et permettait la coloration bleue. Étape numéro 7. Rendez-vous devant la maison Ange-Albert.
qui fait pipi. Que risa! Cuidado, una abuela. Non mais dis donc, vous osez vous moquer de ce qui a fait la richesse de notre ville au temps de la Renaissance? No, sorry, we didn't know. Eh bien, je vais vous expliquer, moi. Cette maison appartenait à un riche commerçant de pastels, Monsieur Ange Albert. Sa construction présente à la fois des caractéristiques du Moyen-Âge et de la Renaissance. C'est une maison à colombage et à encorbellement, mais on y voit aussi des poutres sculptées et des fenêtres à meneaux et croisillons. Au-dessus de la porte, un petit bonhomme faisant pipi y a été sculpté. Ceci peut s'expliquer par l'usage que l'on faisait de l'urine pour relever la couleur bleue du pastel. Suivez-nous, nous allons vous montrer la maison Reynès. Cet hôtel particulier est un des bâtiments les plus caractéristiques de la période de la Renaissance. Sa façade est construite avec de la brique et de la pierre calcaire. Cette pierre étant de très bonne qualité, des visages représentant des personnages de la mythologie ou des masques de carnaval y ont été sculptés. Les fenêtres sont construites avec des poutres de pierre. Ce sont des fenêtres à meneaux, poutres horizontales, et à croisillons, poutres verticales. Dans la cour de l'hôtel Reynès se trouvent des balcons et une haute tour. À l'intérieur de celle-ci, un escalier en colimaçon permet de monter tout en haut et d'y découvrir une vue imprenable d'Albi. La statue du buste de François Ier et de son épouse peut se voir dès que l'on pénètre dans cette maison. On raconte que M. Reynès aurait fait faire cette sculpture pour célébrer la venue de François Ier à Albi. Cependant, ce dernier se serait arrêté à Gaillac et après avoir été très bien accueilli, il aurait oublié de passer à Albi. M. Reynès ne put alors jamais s'en oublier comme il l'aurait souhaité. Étape numéro 8, rendez-vous sur la place du Vigan. En arrivant sur la place du Vigan, on voit un vieux monsieur, debout, appuyé à une table du café du Pontier. Il paraît intrigué, il nous interpelle. Dis donc, les enfants, vous qui avez de bonnes jambes, je viens de voir un monsieur s'enfuir vers le jardin national. Il portait un étrange carton aussi grand qu'une télévision. Mais monsieur, vu votre grand âge, la place du Vigan a-t-elle toujours été comme ça? Alors, en 2 mots. Avant le XVIIIe siècle, le centre-ville d'Albi était fermé par des murailles et des portes gardées par les hommes. À partir du XVIIIe siècle, Albi vit une période de paix. La population augmente et le centre-ville s'ouvre vers l'extérieur. Les remparts se transforment en habitations et le jardin national est aménagé. À cette période, les bâtiments du Pontier, de la Poste et du magasin Eurodif existait déjà. Le Pontier était un café et son propriétaire s'appelait Monsieur Pontier. Eurodif était un bazar appelé la Maison Universelle. C'était le début des grands magasins. Regardez, il s'est arrêté au bout du jardin national. Non, il continue. Il tourne à droite en direction de la place La Pérouse. Il s'enfuit en se cachant, c'est bizarre. Je suis sûre que c'est le voleur du tableau. Étape numéro 9. Rendez-vous sur l'esplanade des Cordeliers. À présent, nous voici sur la place des Cordeliers, le dernier grand édifice culturel de la ville d'Albi. Au cours du XXe siècle, cette place a beaucoup évolué. Au début,
il y avait un couvent où vivaient des moines appelés les cordeliers, car ils avaient une corde autour de la taille. Dans les années 60, on y trouvait une prison qui aujourd'hui a été déplacée. Dans les années 80, cette place devenait un parking. Et aujourd'hui, elle est une grande place avec un nouveau théâtre. Celui-ci a la forme d'un bateau. Il est de couleur orange pour rappeler la brique albigeoise. Il a été doté d'une maille couleur cuivre dorée qui rappelle le rideau de la Seine et qui laisse passer la lumière pour permettre d'accéder à une vue panoramique imprenable sur le centre historique d'Albi. Ce théâtre est à la fois une salle de spectacle et une salle de congrès. Tout s'accélère. Par chance, une patrouille de police passe sur le boulevard. On a juste le temps d'arrêter la première voiture et d'ordonner aux policiers de suivre l'homme. Il l'arrête, le menotte et s'approche de nous pour nous remercier. Les policiers dévoilent l'identité du voleur. C'était en fait le gardien du musée qui avait dû, soi-disant, quitter exceptionnellement son poste. Il a justifié son acte aux policiers en disant qu'il avait l'intention de vendre ce tableau lors d'une vente aux enchères. Youpi! Une nouvelle enquête résolue! Felicidades los amigos! Que aventura más divertida y instructiva! Hooray, we did it!